tous d'être présents. Je suis Anne Delos, fondatrice de Ma Friche Urbaine. Nous sommes un acteur de l'urbanisme transitoire et en ce sens, nous accompagnons à la conception et à la mise en œuvre de projets d'urbanisme transitoire, que ce soit pour les propriétaires de fonciers vacants ou pour des porteurs, des acteurs en recherche de lieux d'expérimentation. Donc, comme l'a expliqué Sybille, avec le CERF, Sybille, si on peut passer au suivant. Oui. Si, avec le CERF, nous organisons une série de webinaires sur l'urbanisme transitoire. Nous avons eu notre premier webinaire au mois de mai sur les enjeux et les problématiques de l'urbanisme transitoire. Et donc, on a balayé l'ensemble des enjeux et il nous est apparu intéressant à travers la présentation de cas concrets, d'investir des thématiques techniques un peu plus dans le détail. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons une série de webinaires sur des problématiques techniques plus spécifiques, aujourd'hui sur les aspects législatifs et réglementaires. Et nous avons notre prochain webinaire qui est programmé le 13 novembre sur les modèles économiques. Donc, toutes les présentations, les réponses aux questions et les replays sont disponibles sur les sites et les réseaux sociaux, que ce soit de Idéfriche, le CERF et Ma Friche Urbaine. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à revenir vers nous. Mais donc, si on passe à la slide suivante, aujourd'hui, l'objectif est de parler des aspects législatifs et réglementaires des projets liés à l'urbanisme transitoire. Voilà, merci. Donc, nous avons vu au précédent webinaire que ces aspects étaient sur 3 grandes problématiques. Les aspects juridiques et réglementaires liés à l'occupation, c'est-à-dire principalement aux différents types de conventionnements qui peuvent exister entre le propriétaire et les occupants. Un autre bloc juridique et réglementaire, et non des moindres, qui est lié au code de l'urbanisme, au code de la construction et de l'habitat, au code du travail et au code de l'environnement sur les aspects sécurité et accessibilité. Et un troisième bloc juridique et réglementaire qui concerne l'urbanisme, lié au code de l'urbanisme et à ses documents d'urbanisme. Et donc, c'est principalement sur cet aspect que aujourd'hui notre webinaire va être axé, même si sur les aspects de conventionnement et de sécurité et accessibilité, ils vont être survolés et évoqués à travers la présentation d'exemples. Donc, si on peut passer au suivant, nous sommes très contents d'accueillir nos 3 intervenants qui sont Élodie Mathieu. Bonjour Élodie. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Parce que... On vous entend, mais on n'a pas l'image. Voilà, on vous entend, c'est l'essentiel. Hein. C'est l'essentiel. Voilà, bonjour à tous. Bonjour. Donc, du service de planification de la métropole de Lyon. Nous espérons que Stéphane Bonomi, responsable du service d'urbanisme, puisse se joindre à nous. Apparemment, nous avons quelques soucis. Donc de la métropole de Grenoble. Et nous avons Anna Cerner. Bonjour Anna. Bonjour. Qui est chef de projet sur notamment les projets d'urbanisme transitoire pour le groupe CERL. Donc voilà, nous allons vous laisser la parole et on vous souhaite un très bon webinaire. On va passer au suivant. Bonjour, donc Élodie Mathieu, je travaille effectivement au service planification de la métropole de Lyon, en charge donc plutôt du plan local d'urbanisme et de l'habitat sur le secteur de Lyon, ainsi que toute la coordination des avis métropolitains pour les permis de construire. Donc je vais tenter une petite introduction à cette thématique urbanisme transitoire et cadre réglementaire et législatif.
Peut-être, enfin, c'est une toute petite définition de l'urbanisme transitoire en disant que pour mettre en avant que finalement c'est une durée, c'est une occupation temporaire avec une durée qui est très variable, qui peut durer, on a mis entre 3 mois et 3 ans environ, mais parfois plus. Et on sent bien que c'est surtout en fonction des investissements de départ, du succès du projet, que la durée voilà, peut être variable et va pouvoir être plus longue que 3 ans. L'urbanisme transitoire interroge vraiment nos pratiques de planification et on voit bien qu'il y a une contradiction en fait entre nous, notre planification qu'on voit à très long terme, qui vise un projet final et défini, alors que l'urbanisme transitoire, c'est plutôt un projet très mixte, évolutif, plus ou moins court, voilà, avec un temps plus ou moins court. Donc voilà, ça vient vraiment en contradiction avec les choses qu'on fait depuis très longtemps. Et puis pour nous, c'est très nouveau en fait. Moi, franchement, avant début 2019, j'en avais pas entendu parler et j'en entendais parler à Paris. Mais voilà, ça n'avait pas vraiment impacté Lyon avant, voilà, 2 bonnes années, quoi. Euh, donc, comment je vais essayer en fait de développer un petit peu l'urbanisme transitoire, la dimension planif, la dimension PLUH. Euh, voilà. Ensuite, je regarderai l'urbanisme transitoire et puis toutes les autorisations possibles, les autorisations d'urbanisme qui sont possibles et qui permettent cet urbanisme transitoire. Et puis enfin, je vous présenterai 3 exemples de la métropole de Lyon. Donc c'est vrai qu'en introduction, j'ai mis PLUH et la spécificité de la métropole de Lyon, mais c'est peut-être pas vraiment la spécificité de la métropole de Lyon. C'est surtout que du coup, le PLUH, c'est un outil qui voit atterrir de nombreuses politiques publiques métropolitaines et qui, de fait, va vouloir, par ces politiques, avoir des objectifs de protection de certaines destinations à certains endroits de la ville et du coup, qui vont parfois arriver un peu percuter l'urbanisme transitoire. Je m'explique un tout petit peu. On a des zonages qui sont très mixtes, où tout est ouvert, où on fait du logement, de l'équipement, du bureau. Là, l'urbanisme transitoire, il ne pose pas de problème. C'est quand on a des objectifs de, par exemple, protéger l'activité en ville avec des zonages un peu fermés où on n'autorise que de l'activité pour ne pas voir le logement arriver sur ces zones, que là, on se retrouve parfois avec des projets d'urbanisme transitoire qui sont par nature très mixtes et évolutifs, qui ne rentrent pas tout à fait dans notre PLUH. Si on peut mettre la diapo suivante. Donc voilà, les premiers éléments que je vous présente, c'est urbanisme transitoire et autorisation d'urbanisme. Peut-être moi, les premières réflexions que j'ai, c'est donc la dimension réglementaire au sens du code de l'urbanisme, elle est souvent un peu oubliée ou laissée. C'est pas la première chose auquel on pense quand on fait de l'urbanisme transitoire, ce qui est normal. Le PLUH, on l'a vu, enfin, je voulais un petit peu expliquer, je le redévelopperai, il n'est pas facilitateur, compte tenu, mais c'est volontaire aussi, compte tenu des zones qui sont parfois, qui ont des destinations très encadrées. C'est nos zones à vocation, enfin, sur la métropole de Lyon, c'est les zones qui sont à vocation économique, qu'on a vraiment dédiées uniquement à ça. Et puis des zones spécialisées, comme les zones uniquement dédiées aux équipements d'intérêt collectif. Et puis, on se rend compte que dans l'urbanisme transitoire, finalement, le temps de l'instruction de l'autorisation d'urbanisme, c'est pas intégré dans le montage du projet. On pense beaucoup financement, on pense beaucoup convention d'occupation temporaire, le bail qu'on va passer entre le propriétaire et l'association qui va gérer le tiers-lieu. Mais c'est vrai que le temps, l'autorisation d'urbanisme, comme c'est transitoire, finalement, que c'est dans des bâtiments qui existent, on n'y pense pas. Et ça peut poser des problèmes pour la collectivité et ceux qui instruisent, enfin les services d'instruction des permis de construire. Voilà.
Ce que je voulais dire aussi également, relatif au PLUH, c'est que du coup, c'est vrai que en général, les lieux d'urbanisme transitoire, ils arrivent dans des bâtiments vides, des bâtiments qui sont en train de se vider de leur activité, mais du coup, des zones que nous, on veut, c'est vraiment ces zones qu'on veut protéger au PLUH. Donc, c'est vrai que voilà, c'est notre principal, c'est ce à quoi on est vraiment confronté aujourd'hui. Ce que je vous propose de regarder maintenant, c'est le type d'autorisation d'urbanisme qui est possible pour l'urbanisme transitoire. Donc, on a vu, donc si c'est possible de passer à la slide suivante, à la diapo suivante, si c'est possible. Oui, oui, c'est bien ce que j'essaie de faire. Pardon. Je comprends. Hein. Ce que je voudrais, voilà, donc l'urbanisme transitoire et les autorisations possibles. Alors bon, c'est une partie qui est peut-être un petit peu théorique, un petit peu juridique, mais je trouve que ça a le mérite de poser un peu le cadre de ce qui est possible ou pas dans l'urbanisme transitoire. Alors on a, voilà, donc merci. Donc j'ai mis 4 points. Le plus simple, hein, quand on a des travaux de très faible importance et puis que c'est de moins de 3 mois, eh ben, on est dispensé de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme. C'est le R 421-5. On peut l'étendre, cette disposition de 3 mois, elle peut s'étendre à 1 an, mais il faut voir quand même que c'est dans des cas très spécifiques, type hébergement d'urgence, classe démontable, par exemple. Mais bon, il y a un événement, voilà, je ne sais pas, un festival événementiel qui se déroule dans un bâtiment industriel. Ça dure moins de 3 mois, il n'y a pas très peu de travaux. Pas besoin d'autorisation d'urbanisme. Par contre, dès qu'on dépasse 3 mois, qu'on a une emprise au sol qui dépasse 20 mètres carrés, là, on va être soumis à une déclaration préalable ou un permis de construire classique. Hein, une DP, c'est 1 mois, enfin, ça dépend du contexte, mais un permis de construire, c'est 2 mois ou 3 mois. Et voilà. Et là, effectivement, dès qu'on crée de l'emprise au sol, dès qu'on a une association qui va s'installer pour plus de 3 mois, on est soumis à autorisation. Il y a un outil qui peut être intéressant, mais qu'il faut manier avec précaution, c'est ce qu'on appelle le permis de construire précaire. C'est donc le R 431-1 du Code de l'urbanisme. Donc, c'est vrai que c'est un outil qui peut être adapté à l'urbanisme transitoire parce qu'il est dédié, je dirais, à des constructions temporaires qui sont vouées à être détruites ou, oui, voilà, à l'échéance d'un délai qui est fixé dans le cadre du permis de construire. Attention toutefois, il y a quand même, c'est quand même un outil qu'il faut utiliser de façon assez exceptionnelle. Moi, je vous dirais comment la ville de Lyon l'a utilisé pour l'instant. On a été donc Métropole de Lyon est en charge de tout ce qui est outils, de tout ce qui est planification, et Ville de Lyon est en charge des autorisations d'urbanisme. Donc, on travaille vraiment ensemble. Donc, pour moi, il y a 3 critères ou conditions requises. Donc, la dimension temporaire, avec une obligation de l'association, par exemple, de remise en état ou de démolition des travaux qu'elle a mis en œuvre. Alors, évidemment, du coup, ça pose la question de l'ampleur et de la nature des travaux qui sont pris en compte dans ce permis. Si on a un permis avec une remise en état dans les 2 ans, on ne va pas avoir des travaux qui sont des fondations, des dalles. Voilà, il faut forcément je dirais que l'ampleur et la nature des travaux doivent être en cohérence avec le délai qu'on fixe dans le permis de construire. C'est d'ailleurs un permis de construire qui est un CERFA classique. Hein. C'est juste que dans l'arrêté, il est indiqué que c'est un permis précaire et qu'il y a un délai fixé pour la remise en état du site. Le permis précaire, le Code d'urbanisme donne très peu de détails sur le régime juridique. C'est plutôt la jurisprudence qui en fixe les contours. Donc, du coup, une de ses caractéristiques, c'est qu'il doit être exceptionnel, parce qu'il doit être justifié par une nécessité d'ordre économique, social, culturel ou d'aménagement.
Alors, ça peut paraître, voilà, bon, c'est la partie un peu juridique de cette présentation. Par exemple, le juge a jugé qu'on ne pouvait pas autoriser un permis précaire pour une installation un peu assez légère, mais d'une restauration d'environ 500 mètres carrés dans un site touristique en bordure de mer. C'était justifié pour des motifs économiques. Le juge a dit bah non, on ne peut pas autoriser ce type de structure. Ça ne peut pas faire l'objet d'un permis précaire. Voilà, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Et enfin, la plus grosse spécificité du permis précaire, c'est qu'il peut être dérogatoire, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour autoriser des travaux qui sont non conformes à la règle d'urbanisme, c'est-à-dire aux règles du PLUH. Mais cependant, on ne doit pas y déroger de manière disproportionnée. Et donc, ça doit être motivé. C'est-à-dire qu'en fait, l'implantation d'une construction ou qui ne serait pas autorisée dans la zone pourrait être possible, mais il ne faut pas que faut pas que ça déroge de manière disproportionnée au PLUH, parce que sinon, ça viderait de sa substance le PLUH. Voilà. Donc, on va revenir sur des exemples juste après. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que, par exemple, on appelle ça un permis précaire, mais ça peut tout à fait entrer dans le champ de la déclaration préalable. C'est-à-dire que si vous avez simplement un changement de destination et une modification de façade, mais vous voulez donner un délai en disant, ben voilà, vous devez remettre en état au bout de 2 ans, c'est tout à fait possible. Ça s'appelle un permis précaire. Mais bon, c'est plutôt le champ d'une déclaration préalable. Il y a deux autres éléments sur lesquels je voulais attirer l'attention des gens qui participent. C'est effectivement la notion d'usage. C'est que toute activité doit être conforme aux règles du PLUH, même s'il n'y a pas d'autorisation d'urbanisme nécessaire. C'est-à-dire que si une destination, si je sais, voilà, un projet s'implante et que cette destination, enfin, je ne sais pas, un équipement d'intérêt collectif s'implante dans une zone, dans un bâtiment de bureau, sans rien changer, normalement, ce n'est pas possible parce qu'il ne respecte pas les dispositions du PLUH. Je parle par exemple pour le cas de la métropole de Lyon. Les équipements d'intérêt collectif ne sont pas autorisés en zone d'activité. Donc, simplement par l'usage, en fait, on déroge, on n'est pas conforme aux règles du PLUH. Et normalement, ce n'est pas possible. Voilà. Et enfin, la question des établissements recevant du public, dans l'introduction, il a été indiqué que ça sera évoqué un petit peu plus tard. C'est vrai que nous, la dimension, dès d'un urbanisme transitoire, je dirais que de façon, par essence, l'urbanisme transitoire, ça va être des tiers-lieux, ça va être de la restauration, donc du coup, qui accueille du public et soumis à cette législation des ERP. Nous ne savons, enfin moi je ne sais que le traiter quand c'est lié à un permis de construire, ce qui renforce le besoin d'une autorisation parce qu'au moins on sait qu'on a la commission qui passe et qui émet son avis dans le cadre du permis. Voilà pour cette partie un petit peu théorique. On peut passer à la diapo suivante. Alors, je vais passer à la diapo suivante. On a peut-être oublié de dire en préambule que les présentations seront diffusées aux participants et que vous pouvez actualiser à tout moment le fil des questions-réponses. On prendra le temps d'y répondre pour essayer quand même d'avoir de l'interactivité dans une présentation webinaire. Je passe à la suivante. Donc là, je vous propose 3 exemples sur la métropole de Lyon. On va passer à la fois des cas qui sont simples, qui ont bien marché, des cas qui nous posent problème sur lesquels on a des interrogations, donc 2 cas qui ont déjà fait l'objet d'autorisation, enfin voilà, qui ont été des projets qui ont vu le jour, et puis un autre qui est encore à la phase projet. Alors voilà, bon, vous pouvez passer à la slide suivante, c'était pour mettre la carte. Voilà. Le premier que je vous propose, c'est un cas simple, c'est ce qu'on appelle les Halles du Faubourg à Lyon 7e. Donc vous voyez sur la photo, on est sur un tissu donc, de faubourg, plutôt très hétérogène, avec au cœur de
de l'îlot une entreprise avec des sheds. C'est là que s'implante le projet d'urbanisme transitoire. Vous voyez sur la droite le PLUH qui s'applique sur ce territoire. Donc, je dirais que sur ce secteur, on a un projet de renouvellement urbain déjà très acté, avec un projet définitif mix de bureaux et de logements, avec des hauteurs très élevées en R+7, qui est traduit dans le PLUH, c'est ce que vous voyez dans le petit encart en bas à droite, avec une orientation d'aménagement et de programmation. Donc, vous pouvez par exemple noter que le bâtiment… Ah non, vous pouvez laisser la diapo avec les images, c'est très bien. Oui, Ça fera… Enfin, ou alors, bon, on peut… Non, je vais essayer. C'est compliqué de repasser les diapos. Donc, je voulais simplement montrer que le bâtiment de shed, il est frappé par un emplacement réservé. Donc, à terme, il va être démoli pour faire passer une voirie et voir le développement d'un projet traduit dans le PLUH. Toujours est-il que donc là, on est sur un propriétaire qui est le promoteur et qui a souhaité mettre à disposition les bâtiments de shed aujourd'hui vides à une association qui s'appelle la Taverne de Gutenberg, pour faire à la fois un tiers-lieu, un espace de restauration, un tiers-lieu de 1600 mètres carrés, des expos, une nuit idéale, des workshops, des conférences, des balades industrieuses. Voilà. Je vois, alors oui, PLUH, l'OAP, pardon, je n'ai pas dû préciser, on a ce qu'on appelle dans le plan local d'urbanisme un règlement avec des zones. C'est ce que vous voyez, la traduction, c'est le zonage qui est dans la petite vignette, là, en bas à droite. Et on a aussi ce qu'on appelle, donc ça c'est un aspect très réglementaire, puis on a aussi ce qu'on appelle des orientations d'aménagement et de programmation. Ça, c'est des documents qui sont écrits, qu'on trouve donc la partie écrite du plan local d'urbanisme et de l'habitat, et qui viennent encadrer un petit peu les principes d'aménagement, mais je dirais qu'ils sont complémentaires au règlement. Donc, bon, on en parlera tout à l'heure parce que c'est une des pistes qu'on peut évoquer pour l'urbanisme transitoire. Il se trouve que là, ce n'est pas le cas, c'est une orientation d'aménagement et de programmation qui définit bien le projet final avec des grands immeubles en R+7. Voilà. Ce qu'on peut dire ici, c'est que pourquoi c'est un cas simple, parce qu'on est dans ce qu'on appelle le fameux zonage mixte, donc tout est possible. Donc le tiers-lieu qui a plus ou moins vocation économique, l'espace de restauration, les expos, tout ça est possible dans les destinations. Donc un permis précaire a été délivré à l'association Gutenberg pour 2 ans. Dans ce permis précaire, qu'est-ce qu'on a? On a le changement de destination d'une activité économique on a mis bureau, équipement, restauration, avec dedans le passage de la commission établissement ERP, établissement recevant du public, c'est-à-dire avec l'accord de la commission de la ville de Lyon pour dire oui, ce bâtiment tel qu'il existe aujourd'hui, il est en capacité d'accueillir environ 600 personnes. Par contre, je demande à ce que les issues de secours soient revues. Et de fait, il y a eu une modification de façade qui est inscrite dans le permis de construire, avec notamment la création d'une porte. Voilà. Et donc, la remise en état par l'association Gutenberg au bout de 2 ans. Donc là, on est typiquement dans ce permis précaire qui va bien. On fait du changement de destination. On met un délai pour une remise en état. On fait une modification de façade, mais on n'a pas du tout cet aspect de dérogation à des destinations, puisque toutes les destinations sont ouvertes. Voilà pour ce premier cas. Je vous propose donc un deuxième exemple, qui est là, toujours dans le 7e, mais donc, vous pouvez passer à la diapo suivante. Qui est dans une… donc là, la partie… Donc ça, par contre, voilà, c'était quelques images Je change encore de diapo. Voilà, quelques images des Halles du Faubourg. Encore. Là, c'est bon, voilà. Donc, non, c'est celle d'avant, si vous pouvez rester sur celle d'avant. Donc là, c'est la particularité, donc on est sur un terrain SNCF.
C'est l'espace enherbé que vous voyez entre les deux voies ferrées. Donc, le petit élément, le petit container là, qui se trouve au centre de l'espace n'existe pas, enfin n'existe plus, a été démoli. Donc, on se retrouve sur un espace, on est au cœur du 7e, on est à la halle Jean Massé, donc c'est vraiment un hub pour nous, hein. On a le métro, on a une halle, on a le tram. Et là, donc sur ce terrain SNCF complètement ouvert, il y a une association, une structure associative qui a décidé d'implanter un espace, ils appellent ça culture, cuisine et convivialité, c'est-à-dire de façon assez simple, un bar dans un container, un petit espace de scène pour de l'événementiel, et puis des food trucks autour duquel il y a des tables et des chaises de façon assez, enfin ça fait plutôt campagne, voilà, c'est assez un peu déconcertant dans ces espaces très urbains. Ça a très bien marché. C'est une activité du coup qui a démarré fin juin 2020, qui s'est terminée en septembre et qui du coup n'a pas fait l'objet d'autorisation d'urbanisme parce qu'on était dans les 3 mois. Travaux de très faible importance. On apporte des containers, mais qui ne sont pas des surfaces énormes. On a une petite emprise au sol par l'espace de scène, mais on n'a pas eu besoin d'autorisation d'urbanisme. On a surtout eu des problèmes d'accès pour faire acheminer les food trucks sur l'espace le parvis, là, qui est un espace qui n'est pas un espace circulé. Donc plutôt des interactions avec chez nous la direction de la voirie. Mais voilà, un cas où on n'a pas d'autorisation d'urbanisme, on n'a pas d'accord de la commission pour les établissements recevant du public, même s'il y a une capacité assez importante. Comme c'est un espace ouvert, ce n'est pas un espace fermé, pas de problème d'obligation. Voilà, vous avez les photos un petit peu du type d'urbanisme transitoire qui a été mis en place. Par contre, là où on a un souci maintenant, c'est que l'activité est envisagée, il est envisagé de prolonger l'activité pour cet hiver, avec une activité de restauration qui serait dans un principe de serre agricole d'une surface de 400 mètres carrés. Et donc, ce deuxième projet nous pose problème à la fois en termes PLUH et en termes d'autorisation d'urbanisme, du coup, en filigrane, je dirais. On est dans cette fameuse zone spécialisée qu'on appelle USP, urbain service public, voilà, et qui est dédié aux équipements d'intérêt collectif. Et donc là, alors j'ai pas mis un extrait du PLUH, mais c'est vraiment c'est vraiment pour l'ensemble de l'espace SNCF, à la fois les voies ferrées, à la fois le technicentre, les halles pour l'entretien du matériel. Donc en fait, on peut faire très peu de choses à part de l'équipement collectif pour la SNCF, pour l'espace ferroviaire. Donc c'est vrai qu'on se retrouve confronté à un projet qui est de la restauration, mais en fait, ça n'est pas prévu par la zone. Donc on est assez embêté aujourd'hui pour savoir, et donc ça va être très délicat pour nous d'autoriser, enfin pour la ville de Lyon, d'autoriser enfin de permettre, enfin voilà, de ne pas refuser une autorisation d'urbanisme si elle est demandée, parce qu'on est dérogatoire aux règles d'urbanisme. Et ça peut, la crainte qu'on a, c'est que ça crée un précédent. C'est-à-dire que, voilà, même si c'est une occupation temporaire, ça nous pose des problèmes de déroger au PLUH et donc de le vider quelque part de sa substance parce que c'est des destinations qui ne sont pas autorisées dans la zone. Voilà le type de problème auquel on est confronté, par exemple, aujourd'hui. Je vous propose de passer au troisième exemple. Voilà, donc ça, c'est le magasin ex-IKEA à Bron-Saint-Priest. Donc, je vois que le petit IKEA, le ex-IKEA en jaune a bougé, hein, parce qu'effectivement, il est sur le bâtiment noir normalement. Il devrait être sur le bâtiment noir. Donc là, on est en périphérie de Lyon. Donc, ce n'est pas mon territoire, mais je trouvais intéressant de le présenter. Donc, IKEA vient de déménager pour s'implanter plus près dans un autre espace. Donc, on a un bâtiment quand même de 18 000 mètres carrés, entièrement vide,
avec des espaces sous plafond énormes de 7-8 mètres, enfin très peu de piliers, donc il y a vraiment voilà, il y a vraiment de quoi faire. Et du coup, le porteur de projet a lancé un appel à projet sur ce bâtiment en disant, donc voilà, on en est aujourd'hui à l'appel à projet, donc c'est pour vous dire que c'est un projet qui démarre, avec l'objectif de construire une plateforme de convivialité plurielle. C'est-à-dire ben, vraiment une volonté de mixité d'usage. Donc là, on est typiquement dans cet urbanisme transitoire hyper mixte, à la fois la création d'un tiers-lieu hybride, avec des composantes type restauration, loisirs, culture, art, sport, économie sociale et solidaire, notamment mettre en place une plateforme de tri pour faire de ce qu'on appelle du réemploiement de matériaux, du upcycling, ce genre de choses, du coworking. Voilà. Donc là, c'est typiquement l'urbanisme transitoire ben voilà, tel qu'il est souhaité. Il se trouve qu'on est dans une zone PLUH qui est spécialisée, mais qui est à vocation économique, donc un petit peu plus ouverte que nos zones économiques strictes. Donc, on va pouvoir accueillir toute cette activité artisanale, d'entrepôt, d'industrie, de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle et de la restauration. Donc, je dirais que l'outil permis précaire pourrait là être de bonne, enfin voilà, pourrait être tout à fait adapté avec un délai limité dans le temps pour demander aux associations la remise en état au bout d'un certain temps. Voilà, moi j'en ai terminé sur cette présentation. En tout cas, la présentation un petit peu juridique, la présentation des cas, et puis on regardera après ensemble les pistes de travail qu'on peut évoquer. Voilà. Anne, je vous laisse la parole. Vous avez reçu? Oui. D'accord. Merci Elodie. On va déjà, il y a quelques questions qui ont été posées et qui sont spécifiques à ces exemples. Une question notamment sur la remise en état, même si une démolition, alors là c'est par rapport à l'exemple des Halles du Faubourg, une remise en état demandée alors que le bâtiment est prévu d'être démoli, est-ce une obligation ou pas? Est-ce que ce sont des éléments obligatoires? Alors là, la remise en état, elle ne va pas être… effectivement, il y a eu très peu de modifications du bâtiment. Donc, c'est juste effectivement tous les ajouts qui ont été faits au sein du bâtiment, oui, d'avoir en tête qu'il faudra les enlever en vue de la démolition du bâtiment. Oui, forcément, il y a une remise en état du site tel qu'ils l'ont trouvé au départ. Même si, justement, en vue de la démolition du bâtiment à terme. Et les PC sont prolongeables. Dans quelle mesure sont-ils prolongeables sur les Halles du Faubourg si la vacance est prolongée? Je pense que c'est. J'avoue que je sais, je suis pas je saurais pas vous répondre. Donc je pense que oui, mais j'en suis pas certaine. Donc je préfère, je peux vous répondre un petit peu plus tard, enfin vous répondre dans la journée, mais je voudrais pas vous dire de bêtises. Donc je ne répondrai pas à la question. Une question qui est liée à celle-là, c'est la durée maximale d'un permis de construire précaire. Alors ça, c'est le juge qui l'a… Alors c'est pour ça que c'est un petit peu délicat. Ça peut aller jusqu'à 12 ans. Donc c'est énorme. C'est pour ça que j'attirais bien l'attention sur l'ampleur et la nature des travaux au regard du délai qu'on va mettre dans le permis de construire. Si on est sur un permis précaire pour 10 ans, c'est sûr qu'on peut avoir des fondations, on peut avoir des choses beaucoup plus lourdes qu'un permis précaire qui est sur 2 ans. Voilà, le juge est allé jusqu'à 12 ans pour, je crois, de l'hébergement d'urgence ou des modulables pour du logement. Voilà.
Et sur un site comme IKEA, qui est donc zone d'activité, là, on parle d'un lieu hybride avec vraiment un nombre très important de différentes activités, différentes destinations. Néanmoins, la destination type tertiaire ou logement transitoire n'est pas évoquée dans cet appel à projet, mais imaginons que en plus de ça, il propose l'opportunité de ces grands espaces pour faire du logement d'urgence. Est-ce que là, dans ce cadre-là, ce serait possible d'un point de vue du PLU ou pas du tout? Alors, donc il se trouve que là, on est dans une zone qui est spécialisée, c'est une zone dédiée au commerce. Et il se trouve que dans cette zone, on est un peu plus ouvert sur les destinations, je dirais, économiques. Si on envisage du logement, pour moi, on déroge de façon disproportionnée à la vocation de la zone. Par contre, si c'est pour du logement d'urgence, ça c'est vraiment je dirais l'outil permis précaire est l'outil complètement adapté au logement d'urgence. La ville de Lyon, par exemple, à la ville de Lyon, on utilise très peu le permis précaire, mais uniquement, alors, pour l'instant, on l'a utilisé uniquement pour des classes démontables ou pour de l'hébergement d'urgence. Là, par contre, c'est vraiment l'outil qui est tout à fait adapté. Mais dès qu'on est sur du logement, par exemple, à un moment donné, sur un autre dossier qui n'est pas sorti, on avait envisagé ce qu'on appelle le logement d'abord. C'est du logement pour des personnes isolées, mais on n'est pas tout à fait dans du logement d'urgence, on est plutôt sur une compétence métropolitaine. Et bien là, ça posait problème. C'était pour une dizaine d'années et ça nous posait problème dans une zone spécialisée. Voilà, on envisageait de faire évoluer le PLUH. Bon, le projet n'a pas abouti, mais on n'aurait pas pu utiliser le permis précaire. Donc, logement dans zones d'activité, c'est quand même très compliqué pour de l'urbanisme transitoire. Très compliqué ou inenvisageable? Si ce n'est pas du logement d'urgence, pour moi, ce n'est pas envisageable sans modifier le PLUH. D'accord. Il y a encore plein d'autres questions. Néanmoins, je vous propose de passer au prochain intervenant, Monsieur Bonomi. Bonjour. Et puis, comme ça, les autres questions qui sont un peu plus globales pourront être aussi répondues par Monsieur Bonomi et Madame Mathieu. Que vous avez fait sur la question de la réglementation et du zonage. Allô? Oui, on entend. Hein. Vous entendez? Ah, parce que Oui. moi, j'ai plus rien à mon... j'ai plus rien en image. On vous entend très bien. Là, on est sur la... Excusez-moi, ouais, parce que l'écran a disparu. Et l'image, Okay. vous voyez le PPT là? Oui, voilà, très bien. Bon. Voilà, donc on a un sujet friche, bien entendu, sur Grenoble, peut-être pas aussi fort que sur d'autres agglomérations. On travaille avec l'agence d'urbanisme. Là, j'ai vu que Manon Sajaloli était avec nous. Et en fait, il se trouve qu'on a en effet un bâtiment qu'on a dû racheter, donc qui doit faire un peu plus de 15 000 mètres carrés. Qui s'appelle Préma-Alliance et qui en plus se situe dans un secteur hautement stratégique pour la métropole, donc avec un grand projet qui s'appelle Grande Alpes, qui est un grand projet urbain au sud de Grenoble, à la limite entre Grenoble et Chirol et Ebens. Et donc un territoire qui est en difficulté aujourd'hui, hein, c'est un quartier du Grand Ensemble, la Villeneuve, Grand Place, un énorme centre commercial, et entre les deux, eh ben, cette friche urbaine qui est venue s'implanter. Et donc, on a été, en fait, c'est très très récent, hein, on a été sollicité par nos collègues du renouvellement urbain pour dire, ben voilà, on a fait acheter par le PFL du Dauphiné ce bâtiment. On a pu installer... Excusez-moi. Oui. Pardon.
Voilà, très bien. Merci. Voilà, donc sur ces bâtiments-là, donc il y a une partie des bâtiments, donc ce que vous voyez, donc qui n'est non coloré en fait, hein, qui est occupé par des services de la métropole, et il se trouve que ce que vous voyez donc en 1 en rose, donc c'est 4 bâtiments qui sont vacants, donc 7000 m², donc on a à peu près la même à côté. Des bâtiments qui sont oui, en bon état, on va dire, et finalement, assez rapidement, des gens qui se sont positionnés pour occuper ce bâtiment. L'école d'architecture de Grenoble, avec l'installation d'un Fad Lab. On a un projet d'une résidence d'artistes et de l'activité économique sociale et solidaire. Il se trouve que le bâtiment, en plus, est positionné, mais est très, très stratégique du point de vue de l'espace public, puisque c'est tout un espace qui va être retravaillé dans le cadre du projet. Mais on connaît tous les temporalités de ces grands projets, ça va mettre du temps. Et donc, il y a la nécessité de se dire, finalement, comment on fait vivre ces bâtiments le temps qu'on puisse aboutir sur le projet de manière globale. Et puis, juste à côté, une autre friche. Alors là, en revanche, les bâtiments ont été détruits. C'était une ancienne clinique démolie par le PFL, avec donc aujourd'hui un terrain vague. Et l'idée de se dire, plutôt que ça reste comme ça encore quelques années, on pourrait y envisager plusieurs activités sportives ou culturelles. Il y a même des projets d'agriculture urbaine. Je sais pas si on n'avait pas une autre slide. Enfin voilà, ça c'est un des projets qui finalement pose la question de cet urbanisme voilà, et la friche à Libert, de l'urbanisme transitoire. Alors sur Prémaliance, je dirais que c'est presque un peu plus facile avec tous les outils qui ont été ici développés, permis précaire, un bâtiment existant. On est sur une zone UC au PLU, donc on est plutôt en mixte, donc ça peut poser des questions, mais on n'a pas de problème, à mon avis, du point de vue du zonage et de la règle d'urbanisme. En revanche, là, ici, pareil, on a une friche à Libert, donc, qui n'est pas très très loin, hein, c'est 1,5 km de Prémaliance, toujours dans le même secteur du sud grenoblois, 10 hectares. Et on voit que le projet, donc là, c'est un projet plutôt économique. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que c'est un site qui est pas mal squatté. Il y a eu pas mal d'interventions, notamment dans les périodes de migration où il y avait pas mal de campements, donc dans des conditions d'habitat qui étaient quand même très, très insalubres. Et donc, l'idée, c'est de dire, que fait-on de cette grande friche dans les 5 ans qui viennent, puisqu'on est en train de travailler sur une programmation économique. Et là, la difficulté, c'est qu'en effet, la règle d'urbanisme, elle fixe quand même la vocation, et tout autre type d'activité est interdite. Donc là, ça pose ce problème, la rigidité finalement des PLU et de leurs règles sur la vocation des sites. Et alors, donc du coup, j'ai ces 2 exemples, et il se trouve qu'on a un 3e qui va, je pense, arriver assez vite dans l'agglomération grenobloise. Alors que je n'ai pas mis là, mais j'ai eu des discussions cette semaine. Ceux qui connaissent Grenoble, on a un site assez merveilleux qui s'appelle La Bastille. On emmène souvent nos touristes pour voir Grenoble du haut. C'est une très belle balade, un très très beau site. Et il se trouve que le Crous a 400 logements, donc sur le site qu'on appelle le Rabot. Et en fait, le Crous est en défaisance sur le site, qui devrait être complètement vidé en 2025. Et se pose également sur des bâtiments, alors là, pour le coup, en plus des bâtiments qu'on pourrait considérer comme patrimonial, va se poser la question de comment on évite justement d'avoir une friche et comment on arrive à faire un urbanisme transitoire sur ce site très, très emblématique pour Grenoble. Si on passe à la slide suivante, il y a une sorte de, voilà, les pistes de travail et le cadre réglementaire. Élodie, vous voulez revenir là-dessus? Oui, oui, c'était pour effectivement ébaucher, je dirais, des hypothèses ou des possibilités que
qu'on peut avoir. Nous, avec les réflexions qu'on a, voilà. Donc, j'ai évoqué 3 choses, des choses un peu… voilà, oui, je vous les présente. Donc, les possibilités que nous laisse le Code de l'urbanisme. Donc, si j'ai mis, parce qu'on l'a vraiment en tête, nous, un espace de technicentre SNCF, pas sur Lyon, mais sur la Mulatière, qui est en zonage vraiment, donc, comme dit Monsieur Bonomi, strict ou rigide, donc uniquement dédié à de l'activité économique. Il se trouve qu'il n'est pas en zonage dédié aux équipements d'intérêt collectif. Soit on fait de l'événementiel qui fait moins de 3 mois uniquement, et je dirais que quelle que soit la destination, on arrive à s'en sortir en termes d'autorisation d'urbanisme. Soit on est dans une durée plus longue, et forcément ça veut dire une autorisation d'urbanisme, mais donc avec une activité qui est compatible avec la zone, via par exemple un permis précaire. Voilà. On n'a pas évoqué effectivement la modification, la procédure de modification du PLUH. On peut faire évoluer le PLUH, mais le problème, c'est que c'est un temps c'est là encore que va intervenir cette contradiction entre urbanisme transitoire et planification. C'est qu'une procédure d'évolution du PLUH, c'est un temps de 1 an quasiment. Enfin, même plus. Nous, on met plus d'1 an maintenant pour faire une procédure de modification entre les délais administratifs, les évaluations environnementales qu'on doit faire. Pourtant, c'est un outil qui peut être intéressant parce que depuis peu, on peut créer ce qu'on appelle une zone projet, c'est-à-dire une zone un peu sur laquelle on n'a pas un règlement qui est qui a très peu dans lequel il y a très peu de choses. Et par contre, on met beaucoup d'éléments dans cette fameuse orientation d'aménagement et de programmation, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus souple que cet aspect très réglementaire qu'a le PLUH. Je vous ai mis les articles du code, si vous voulez vous y référer. Et donc, dans cette orientation d'aménagement, on pourrait, par exemple, phaser le secteur, dire, ben voilà, dans un premier temps, voilà le type de destination qu'on veut. Dans un deuxième temps, voilà le type de destination qu'on veut. Ou alors, il y a un autre outil, c'est qu'on appelle ça, désormais, on peut imposer de la mixité fonctionnelle dans le PLUH. On a des outils. Alors, chez nous, ça s'appelle secteur de mixité fonctionnelle, mais bon, enfin, où on peut dire, bah, voilà, pareil, de façon assez précise, à cet endroit-là, on veut de la restauration, de l'économie, et à cet endroit-là, on va plutôt vouloir du loisir marchand. Alors, on ne peut pas descendre trop, hein, on est obligé de rester dans nos destinations et sous-destinations que nous impose le Code de l'urbanisme. On ne va pas pouvoir mettre tiers-lieu. Justement, le tiers-lieu, pour nous, c'est complètement inqualifiable en termes de destination du PLUH. C'est bien le souci qu'on a. Donc, il y a des outils au PLUH qui seraient idéal, je dirais, mais le problème, c'est que, ben voilà, il nous faut 1 an de procédure. Et après l'année de procédure, il nous faut une autorisation d'urbanisme. Donc, forcément, l'urbanisme transitoire, lui, parfois, il a besoin il y a un porteur de projet, il y a un bailleur qui sont prêts, et hop, il faudrait que ça puisse marcher, quoi. Et attendre 1 an, porter du foncier, les problèmes de squat, etc. On aura envie que l'urbanisme transitoire puisse s'implanter tout de suite. Voilà, donc c'est des pistes, mais bon, à travailler. Moi, pour l'instant, on ne l'a jamais fait à Lyon. Voilà. Sur la métropole. Et ensuite, alors oui, bon, là, je me suis un peu permise des choses, évolution législative. Je ne sais pas, un régime spécifique, j'y crois pas trop, mais bon, j'ai un peu mis un régime spécifique pour les permis de construire liés à l'urbanisme transitoire. Si vraiment ça prend un caractère, avec un caractère temporaire, mais reconductible, avec remise en état, possibilité de modifier le PLUH une fois qu'il est délivré de façon plus souple, bon, c'est pas très crédible, mais bon, je me suis dit, allez, on tente quelque chose, je sais pas. Et puis, moi, j'avais une petite piste que j'avais trouvée dans la loi
pour les JO les Jeux olympiques et paralympiques de 2018, il est possible, donc c'est juste pour les JO aujourd'hui, hein, mais on voit bien que c'est des choses qui interrogent la mutabilité, la réversibilité des bâtiments. Et donc, ils mettent en place ce qu'on appelle un permis de construire à double état, c'est-à-dire qu'on a une autorisation unique qui est délivrée, mais pour une construction ayant deux objets distincts dans le temps. C'est-à-dire qu'on va avoir un permis de construire pour un état provisoire et un permis de construire pour un état définitif. Alors, je ne connais pas, hein, je l'ai trouvé dans la loi. Et donc, ça montre bien que c'est des, voilà, c'est des choses qui peuvent marcher pardon, pour un événement que sont les JO, mais donc qui a peut-être une pérennité qui peut trouver du sens pour l'urbanisme transitoire en disant, ben voilà, pour un temps donné, j'autorise l'activité transitoire et puis j'autorise ensuite ma destination finale dans le même permis. Voilà, pourquoi pas à travailler. Voilà. Madame Mathieu, en fait, je n'ai pas compris. Donc ça, c'est un permis de construire 2 étages qui existe spécifiquement pour les JO. Oui, c'est ça. On n'a pas la possibilité de l'utiliser dans un autre cadre pour l'instant. Non, je ne pense pas, non. C'est vraiment pour l'organisation des JO de 2024 et c'est pour faciliter la réversibilité d'usage des équipements sportifs. Ouais. Voilà. Et du coup, ça crée une catégorie de permis de construire qui est un peu inédit et qui s'appelle le permis en double état. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pour dire que ça quand même, ça existe, ça a été pensé par le législateur. Donc pourquoi pas l'élargir oui, à l'urbanisme transitoire à l'échelle nationale? C'est une piste. C'est une piste qui a l'air assez robuste, hein. Ça a du sens. Parce que c'est ce à quoi je pensais naturellement qu'on fasse un permis en 2 étapes. Parce que souvent, on est avec le promoteur ou l'aménageur, il est déjà propriétaire du site et c'est lui qui s'occupera de la suite, donc de sa transformation. Voilà. Donc en fait, on a un état provisoire de la construction, on encadre les délais de réalisation des constructions et ensuite on a un état définitif. Voilà. Avec un permis. Alors, il faut que le PLUH, j'imagine, permette toutes les destinations possibles. On se retrouve encore un petit peu dans cette question de conformité aux destinations qui sont dans le plan local d'urbanisme, mais bon, ça peut trouver sa place. Ce à quoi je pensais aussi, par exemple, avec le permis précaire, c'est ce que j'ai un petit peu vu sur la cité fertile à la ville de Pantin, c'est aussi mettre en place un protocole d'accord entre tous les partenaires, avoir une dimension très réglementaire avec un permis, et puis ensuite un protocole d'accord avec le porteur de projet, celui qui est propriétaire du terrain, la collectivité, en mettant des étapes voilà, qu'est-ce qu'on autorise aujourd'hui, la remise en état, comment elle se fait, comment sont les phases, voilà, une simple charte, en fait, protocole signé par tous les partenaires pour pouvoir faire évoluer et vivre le projet en fonction de ces différentes étapes. Voilà, on peut coupler aussi les deux choses, ça pourrait être une piste. Une question. À quel titre, d'un point de vue réglementaire, les usages doivent-ils respecter le PLUI, même s'il n'y a pas de permis de construire? Alors ça, c'est la notion que j'ai évoquée, c'est la fameuse notion d'usage. En fait, c'est une obligation du Code de l'urbanisme, c'est-à-dire que l'usage que vous avez dans le bâtiment ou sur le terrain doit quand même être conforme aux règles d'urbanisme. Je l'ai mis, hein, sinon c'est une infraction au Code pénal de l'article L430-1 du Code pénal. Vous pouvez avoir un procès verbal si vous ne respectez pas
la destination de la zone, normalement. D'accord. Et sur la notion d'usage économique, est-ce que cela recouvre, enfin, qu'est-ce que ça comprend globalement, cette notion d'usage économique? Est-ce que ça prend aussi l'industrie, le tertiaire? Alors, la notion d'usage, en fait, c'est la notion, c'est qui occupe le lieu. Et ça, c'est détaché des destinations, comment dire, dans votre règlement de zone, vous allez avoir des destinations qui sont autorisées. L'industrie, c'est pas un usage, enfin, comment dire, c'est une destination. Après, c'est une société, une association qui fait usage des locaux en fonction de son statut, de ce pourquoi elle est là, de sa vocation. Si c'est une entreprise, ben forcément, si c'est une entreprise de production, elle va être conforme à la destination économique de la zone. Si c'est une association qui a un usage de restauration et que la restauration n'est pas dans les destinations, et ben elle va pas être, enfin, son usage, l'usage qu'elle fait du bâtiment ne va pas être conforme à la destination de la zone. S'il n'y a pas de, voilà, s'il n'y a pas d'autorisation d'urbanisme. Alors, j'aurais une question, Anne, qui vient d'arriver. Je pense que vous ne les voyez pas. Il y a une question sur les terrains SNCF. Est-ce qu'il y a une spécificité des terrains SNCF par rapport au PLU et au projet d'urbanisme transitoire? C'est vrai que vous avez pas mal de délaissés ou des bâtiments qui ne sont plus en activité, qui vont être réalloués. Donc, Eh ben non, justement, moi, les deux cas que j'ai en tête, sur Lyon et la Mulatière, on est sur des terrains SNCF, on travaille avec la SNCF pour voir enfin, eux sont en contact avec des porteurs de projets, des associations qui ont des idées d'urbanisme transitoire, et on est bien en collaboration avec les personnes de l'immobilier à la SNCF pour voir dans quelle mesure on peut autoriser ce type de projet sur le territoire en conformité avec le PLUH. Non, il n'y a pas de dérogation pour des terrains SNCF. C'est la même problématique que pour un autre propriétaire privé ou même un projet maîtrisé par la collectivité. Et alors, on a une autre question, mais qui est plus, je pense, de l'ordre du benchmarking. Il y a une personne qui veut savoir si vous savez comment c'est monté les Grands Voisins de Paris. Non, alors là, moi, non, je crois que c'est avec Plateau Urbain, il me semble, qui est assistant à maîtrise d'ouvrage pour tout ce qui est voilà, accompagnement à ces projets d'urbanisme transitoire. Mais non, moi, je sais que, par exemple, typiquement, les Grands Voisins, il y a dans le projet de PLUH un projet définitif et qui est inscrit dans le PLUH, ce qui n'est pas contradictoire avec un projet d'urbanisme transitoire qui vient teinter le site pour quelques années avant que le projet définitif se mette en œuvre. Mais non, je ne sais pas. Il y a un certain nombre pas mal de bibliographies et de présentations sur les Grands Voisins, qui sont disponibles. Pour ça, il n'y a pas de souci à trouver sur Internet. Je propose que l'on passe à la parole. Anne, peut-être juste une dernière question qui est apparue. Ce que dit la question, c'est de savoir pourquoi on parle plutôt toujours d'association et non d'entreprise lorsqu'on travaille sur de l'occupation temporaire. Finalement, c'est le monde associatif qui est en première ligne et qui est demandeur, ou c'est juste qu'on ne souhaite pas avoir des entreprises sur des occupations transitoires? Et d'ailleurs, peut-être que la question ne se pose pas vraiment dans la réalité et qu'on travaille avec le projet et pas le statut qu'il y a derrière.
Non, moi je pense que non, non. Enfin, il se trouve que là, moi, enfin, l'urbanisme transitoire que je connais, les porteurs de projets, c'était plutôt des associations, mais j'ai aussi vu des entreprises, hein, oui, des entreprises dans l'événementiel, tout à fait. Ah non, non, c'est pas du tout. Je parle plutôt d'association parce que c'est vrai que c'est une structure, loi 1901. Souvent, l'urbanisme transitoire se constitue, enfin, avec ces associations, mais ça peut tout à fait être une entreprise, hein. Oui, si je peux me permettre, en effet, il n'y a pas d'obligation sur le statut juridique pour les occupants. Néanmoins, en général, le projet qui veut être amené sur de l'occupation transitoire a souvent un intérêt collectif ou à minima un intérêt commun. Et en effet, c'est souvent porté par des structures de l'ESS ou des associations. Donc c'est pour ça, souvent l'amalgame est fait, mais tout type de structure peut être amené à porter un projet d'urbanisme transitoire. Ensuite, le propriétaire de terrain et la collectivité veut aussi mettre à profit ce temps de latence pour voir émerger des projets qui font sens et qui s'inscrivent vraiment dans le territoire et qui ont un intérêt commun et un intérêt pour le territoire. On va passer la parole à Anna Sarner de la CERL pour avoir justement l'avis, en fait, le témoignage d'un aménageur qui met en œuvre en fait des projets d'urbanisme transitoire sur les terrains, sur ces terrains. Donc, on va passer à la slide suivante. Anna, on te passe la parole. Très bien, donc bonjour à tous. Effectivement, je suis Anna Sarner de la CERL. La CERL, c'est la Société d'équipement du Rhône et de Lyon. Et moi, je suis chef de projet principalement sur l'opération de la ZAC de la Duchère et de la sauvegarde à Lyon 9e. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous présenter très rapidement le rôle de la CERL en matière d'occupation temporaire et d'urbanisme transitoire et savoir comment et pourquoi la CERL s'est saisie de cette question. Et puis, de vous présenter 3 expériences que nous avons conduites ou que nous conduisons en ce moment en précisant pour chacune d'entre elles le cadre juridique, donc la contractualisation avec les occupants notamment, et le cadre réglementaire, donc les autorisations d'urbanisme dans lesquelles elles s'inscrivent. Je vais essayer de faire assez rapide parce que je vois qu'il est déjà 11h44, si on veut se laisser un petit temps d'échange pour répondre aux questions après. Donc pour commencer, rapidement, le cœur de métier de la CERL, donc c'est l'aménagement urbain. Notre principal client, c'est la métropole de Lyon qui nous concède des zones à aménager. Et notre mission dans ce cadre-là, c'est d'acquérir le foncier et le bâti, de désigner les prestataires d'études et de conception et d'assurer le déroulé opérationnel sur le long terme. Donc tout ce qui va être autorisation d'urbanisme à la fois pour les projets d'occupation temporaire et pour les projets à long terme. Donc, dans le cadre de notre mission, on porte du foncier ou du bâti sur le temps long du projet. Nos projets durent en moyenne au moins une petite dizaine d'années. Alors, la CERL fait depuis déjà plusieurs années conduit des projets d'occupation temporaire qu'on n'appelait pas vraiment comme ça avant, on n'appelait pas ça urbanisme transitoire, mais on mettait déjà depuis plusieurs années à disposition plutôt des terrains non bâtis auprès de porteurs de projets pour préfigurer des usages, tester des nouveaux modes de faire sur les espaces publics, ce qui nous permettait d'optimiser les temporalités du projet urbain qui sont longues et difficiles à vivre pour les habitants qui vivent dans le quartier en chantier. Et puis, par la suite, on a étendu ces projets d'occupation temporaire sur des espaces non bâtis à des espaces bâtis grâce à plateforme. Slide suivante.
Et là, nos objectifs sur d'étainement bâti, sur du foncier bâti, ont été un peu étendus puisque ça nous permettait de limiter des frais de sécurisation, parce que quand on doit porter du bâti sur le long terme, on est obligé de le sécuriser, de faire appel, de fermer avec des portes blindées, de faire appel à des entreprises de sécurité, de limiter la vacance et les charges afférentes, parce que quand on porte le bâti, ça nous coûte aussi relativement cher. D'optimiser, je disais, les temporalités urbaines intermédiaires. Vous le verrez pour le U, par exemple, les temps d'étude de la réhabilitation définitive. Et puis, de mettre en œuvre une approche expérimentale de la programmation urbaine, avec des nouvelles mixités d'usage, parfois et souvent en vue de la commercialisation du bâtiment, comme ça a été le cas pour le U, mais aussi tout simplement pour préfigurer des usages, comme vous le verrez sur la halle Girondin. Donc, je vais vous présenter 3 expériences. Le U de la tour panoramique de la Duchère, qui lui est un patrimoine bâti. La Girondin à Lyon 7e, qui est un projet d'occupation aussi sur de l'espace bâti, mais attenant, on a un projet d'occupation transitoire sur de l'espace public. Et puis le projet des gratte-ciel centre-ville à Villeurbanne, qui lui est un espace non bâti sur lequel on vient remettre du bâti. Vous le verrez. Si on peut passer à la slide suivante. Donc, rapidement, pour contextualiser, le U est un bâtiment qui entoure la tour panoramique de la Duchère, donc sur le territoire du 9e arrondissement de la ville de Lyon. C'est un bâtiment de 2000 m² qui s'inscrit dans un projet urbain et social aux ambitions très importantes en matière de mixité sociale et de mixité fonctionnelle. Sa spécificité et sa complexité aussi réside dans le fait qu'il est en copropriété avec la tour de logement que vous voyez, qui est un immeuble de grande hauteur avec des contraintes importantes en matière de sécurité incendie, à savoir un PC sécurité 24/24, 7 jours sur 7, ce qui augmente largement les coûts des charges de copropriété. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette occupation et de cette expérience, mais je voulais juste revenir sur les modalités de conventionnement avec notre animateur et notre gestionnaire. Si on peut passer à la slide suivante. Donc, on a confié l'animation et la gestion de ce site au travers d'une convention d'occupation précaire à Plateau Urbain, donc qui est effectivement l'opérateur qui gère les grands voisins, enfin qui gérait puisque l'expérience est terminée. Et donc, on a confié cette occupation qui autorise les sous-occupations. Donc, c'est bien Plateau Urbain qui gère après toutes les sous-occupations au travers d'un modèle économique qu'on aura l'occasion de développer dans un prochain webinaire organisé par Idéfriche, mais avec une redevance de 6,80 € par m² par mois pour les sous-occupants, et Plateau Urbain qui nous reverse une redevance forfaitaire qui permet le remboursement des petits travaux, parce que sur ce bâtiment, il était relativement en bon état, donc il y a juste eu des petits travaux d'adaptation sur le bâtiment, et qui nous permettait aussi le remboursement d'une partie des charges d'exploitation liées aux charges de copro sur ce bâtiment. Si on peut passer à la slide suivante. Donc, les spécificités juridiques liées à la nature de ce bâtiment U, je vous le disais, que c'est un bâtiment qui est intégré dans un immeuble de grande hauteur, donc avec le passage de la sous-commission de sécurité incendie qui passe régulièrement sur le site. Et donc, on s'est engagé, nous, on n'a pas fait d'autorisation d'urbanisme à proprement parler pour ce bâtiment, parce qu'on n'avait pas de travaux modificatifs de façade ni de travaux lourds dans le bâtiment, puisqu'il avait déjà fait l'objet d'une occupation temporaire par les services de la mission Lyon-la-Duchère et la Maison de l'Emploi et de la Formation quelques années auparavant, en 2015.
Donc, pas de dossier de déclaration préalable ou de permis de construire, mais quand même la sollicitation de la ville de Lyon et de la préfecture du Rhône pour cette occupation temporaire de 18 mois par plateau urbain, avec une visite de la sous-commission, quelques adaptations du bâtiment, notamment la fourniture de chaises roulantes spécifiques pour évacuation, et puis l'engagement de la formation des occupants en matière de sécurité incendie. Et on s'est engagé aussi auprès des services du SDIS de ne pas classer ce bâtiment en établissement recevant du public. Donc, ça a bien obligé et nécessité Plateau Urbain dans la sélection des candidats et des porteurs de projets pour le U de vérifier qu'ils n'avaient pas besoin de recevoir du public. Et quand on a fait l'évaluation sur ce bâtiment, c'est bien une des limites quand même qui a été soulevée par les occupants qui, pour leur visibilité et puis pour leur activité, auraient souhaité vivement que ce bâtiment puisse recevoir du public. Si on peut passer à la slide suivante, je vous propose de vous présenter la deuxième expérience que nous conduisons. C'est la halle Girondin et son espace public attenant, qui se situe au cœur du quartier des Girondins. C'est une halle industrielle, un des derniers héritages industriels sur le quartier, qui était destinée à être démolie et qui, suite à notre première expérience sur le U de la tour panoramique, on s'est dit que c'était une bonne opportunité de pouvoir garder ce bâtiment encore quelques années dans le cadre du projet et qu'il nous permettrait de préfigurer la future centralité du quartier et le pôle socioculturel qui est la destination finale du Ténement, pôle socioculturel de la ville de Lyon. Donc de la même manière, on a contractualisé, c'est un bâtiment, donc oui, je ne vous l'ai pas dit, qui fait environ 1000 m² et dans lequel on a créé des boîtes ateliers modulables avec une mixité atelier-bureau traditionnel. Et donc, on a signé de la même manière que sur le U, une convention d'occupation temporaire avec Plateau Urbain et Intermed, qui est animateur et gestionnaire du site. Si on peut passer à la slide suivante. Sur ce projet, pour aller vite et pour ne pas perdre de temps avec les autorisations d'urbanisme, parce qu'on avait une durée assez limitée dans le cadre du projet de la ZAC des Girondins, nous avons orienté là la programmation pour ne pas justement avoir à changer la destination de la halle, comme l'évoquait Madame Élodie Mathieu. Donc, on a réorienté la programmation vers de l'artisanat. C'est pourquoi on a proposé aux occupants des ateliers avec des grands volumes, des grandes hauteurs sous plafond et du stockage sur la majorité du bâtiment. On a aussi adapté nos travaux. Initialement, on voulait faire des travaux qui modifiaient la façade, mais là aussi, ça demandait une DP. Donc, on a réadapté les travaux initialement envisagés pour uniquement faire des travaux à l'intérieur du bâtiment. Et là encore, pas possibilité de faire un établissement recevant du public parce que ça nous demandait des travaux de mise aux normes qui étaient très importants en termes de coûts financiers et puis en termes de durée de travaux. Et on ne voulait pas réduire le temps de mise à disposition des occupants. Et donc, à côté de cette halle, on a un espace public attenant. Et pour vous donner, ça n'apparaît pas dans ma présentation, mais les dernières nouvelles sur cet espace public, on est en train de s'interroger sur la nécessité ou non de devoir faire des demandes d'autorisation d'établissements recevant du public plein air, qui concernent plutôt les stades, les équipements sportifs, les hippodromes, mais qui, compte tenu
de la clôture qu'il y a autour de cet espace public attenant au bâtiment. On se pose la question, pour des manifestations ponctuelles qu'on souhaitera peut-être organiser, de la nécessité ou non de faire ce type de demande de RP plein air. On n'a pas encore tranché sur cette nécessité. Et puis, si on peut passer à la slide suivante, je vous propose de vous présenter la dernière expérience que nous sommes en train de mener sur les quartiers des gratte-ciel à Villeurbanne. Donc, cette fois, on est sur des espaces non bâtis, puisqu'on a déjà, dans le cadre de l'opération de la ZAC gratte-ciel centre-ville, démoli l'ensemble des bâtiments sur l'étainement objet de l'occupation. Donc là, on a lancé un appel à candidature à la fois pour des projets qu'on appelle continus, donc ils vont rester en permanence pendant 3 ans sur le site, et des projets éphémères. Je vais plutôt aujourd'hui vous parler des projets continus, car ce sont eux qui posent le plus de questions en matière juridique et réglementaire. Donc, on a 4 porteurs de projets qui vont porter sur la ferme des artisans, donc un projet de préfiguration. Tous les projets qu'on va faire sur ce quartier-là sont des projets de préfiguration qui vont être mis en place sur le projet urbain gratte-ciel centre-ville. Donc, on a un premier projet qui est la ferme des artisans, qui est un projet de préfiguration de commerce, donc sur lequel vont être installés des petits containers maritimes. Le projet Gratte-Terre, qui là est une expérimentation de fertilisation des terres inertes. Le projet porté par Meta, qui est la création d'un tiers-lieu avec coworking et espace bar, restaurant, poterie. Donc là aussi, il y aura des containers qui vont être mis en place. Et puis le GIE La Ville Autrement, qui préfigure des usages pour les futurs locataires et pour la résidence étudiante d'un macrolot sur le projet. Donc, rapidement sur la contractualisation, là, on a contractualisé avec chacun des 4 porteurs de projet une convention de prêt à usage pour une durée de 3 ans et en parallèle, une convention de financement qu'on aura l'occasion de vous présenter lors du webinaire du 13 novembre. Si on peut passer sur la slide suivante qui nous intéresse plus spécifiquement aujourd'hui, c'est même encore la slide suivante, vu l'heure, c'est les spécificités liées à la nature de cette occupation. Donc, sur ces tènements, là, on était sur des tènements donc non bâtis, mais puisqu'on vient mettre des containers, on est obligé de déposer 3 permis de construire, dont certains précaires, comme ça a été le cas sur les Halles du Faubourg, notamment du fait de l'AVAP, donc de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine dans le PLU sur ce secteur. Et puis, une DP pour les clôtures du site et une demande d'établissement recevant du public pour les commerces éphémères notamment, et puis pour les espaces de restauration et de bar qui seront dans les containers. Voilà un peu pour vous présenter l'ensemble des panels, donc des projets assez différents avec des demandes d'autorisation assez spécifiques à chaque projet. Voilà. Merci beaucoup, Anna, pour cette présentation très diverse, variée et aussi concise pour tenir les temps. Une question qui est relative à ce que tu as dit pour la recherche d'occupants. Tu as fait une mention d'AMI ou d'appel à projet. Par rapport, quel est le choix de la CERL pour ce type d'appel à projet ou d'AMI, quelles sont les différences et les atouts par rapport à un appel d'offres classique dans le
cadre de ces… Effectivement, donc on a pour tous ces projets lancé des appels à candidature. Bon, nous, en tant qu'aménageurs, on a une véritable volonté que les occupants et ces projets d'occupation temporaire d'urbanisme transitoire aient un réel intérêt pour le projet urbain et social et pour le territoire. Donc, dans tous nos appels à projets, appels à candidature pour les porteurs de projets, nous avons demandé que ceux-ci nous présentent le lien entre le projet qu'ils souhaitent mener dans le cadre de cette occupation temporaire et le projet urbain que nous conduisons, nous, en tant qu'aménageurs. Après, sur les 2 projets bâtis, il y avait aussi effectivement l'incapacité à accéder à de l'immobilier classique. Et donc, voilà, la justification que ces porteurs de projets souhaitaient s'intégrer dans la dynamique culturelle, sociale et dans tout l'écosystème du quartier. Merci. Sur les différents projets que tu as présentés, il y a eu toujours une adaptation du projet initial par rapport aux contraintes réglementaires. Non, ça a surtout concerné la halle Girondin. Sur le U, on connaissait globalement les contraintes du fait de l'IGH. Voilà, on savait que c'était un projet d'occupation qui était contraint. Donc, voilà. Sur la halle Girondin, initialement, on n'avait pas forcément orienté la programmation uniquement là-dessus. Donc là, effectivement, on a réorienté le projet pour répondre aux contraintes réglementaires. Et sur Gratte-Ciel, initialement, on n'avait pas forcément identifié que les porteurs de projets auraient besoin de construire, mais bon, ça s'est fait au fil de l'eau et ça ne nous a pas demandé une réadaptation du projet, hormis peut-être les contraintes liées aux années de réseaux électriques, d'assainissement et d'eau potable, nous, en tant qu'aménageurs. J'aurais une question quand vous vous posez, quand vous répondez à des appels d'offres sur des grands sites, pour des grands sites, la transformation de grands sites, est-ce que finalement, la capacité à faire de l'urbanisme transitoire sur des sites qui se déroulent sur de nombreuses années, est-ce que vous sentez que c'est quelque chose qui est apprécié par les collectivités et maintenant recherché? Oui, aujourd'hui, c'est un atout dans votre palette, c'est ça la question. Alors, je ne sais pas si c'est déjà un atout dans notre palette. C'est vrai que c'est des expériences qui sont assez récentes, mais sur les derniers appels d'offres conduits par la métropole de Lyon, on a senti que c'était une demande qui était de plus en plus prégnante, en tout cas sur les espaces non bâtis. On n'a pas toujours l'opportunité, dans le cadre de nos opérations d'aménagement, d'avoir du foncier, et ce n'est pas aussi notre objectif que de porter longtemps le bâti. En général, c'est pour le démolir assez rapidement et pouvoir conduire notre chantier, notre opération d'aménagement. On est le garant pour la collectivité du planning et des coûts d'aménagement. Donc, en ce sens, ce n'est pas vraiment notre cœur de métier. Après, on se rend compte au fil des projets que parfois on a des opportunités dans le cadre de nos opérations du fait de décalage opérationnel, de problématiques juridiques. Et voilà, c'est là typiquement sur l'expérience du U et de la Girondin que ça a pu s'inscrire. Par contre, sur les espaces non bâtis, là, on a souvent, c'est plus dans ce cadre-là qu'on porte du foncier.
Et là, on sent que la collectivité, aujourd'hui, et encore peut-être plus avec des nouvelles exécutifs sur la métropole et la ville de Lyon, en demande de conduire ce type de projet, puisqu'on se rend compte, et aujourd'hui on arrive à évaluer les bienfaits sur le territoire de ce type de projet. Par contre, c'est moins une demande des villes moyennes. C'est vraiment une demande métropolitaine pour l'instant qui se structure autour des usages Alors, disons transitoires. que je parle surtout sur le territoire de la métropole, puisque c'est notre principal client. On a moins d'opérations d'aménagement en dehors de la métropole. Quoique, sur des territoires comme Trévoux et sur Villefranche, il nous arrive de conduire aussi des petits projets d'occupation. D'accord, merci. On présentera au prochain webinaire, justement sur les modèles économiques, un projet, non pas dans une grande métropole, mais à Albigny-sur-Saône, qui est plutôt une deuxième couronne. Donc, ça permettra de mettre en avant de montrer un petit peu ce qui peut se faire aussi en dehors des grandes métropoles. Voilà. Je propose il est midi passé, de clôturer ce webinaire. Je tiens à remercier encore Anna, Élodie et Stéphane pour leur présentation. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et de démontrer cet intérêt pour l'urbanisme transitoire. Notre prochain webinaire sur les aspects économiques, les modèles économiques est le 13 novembre. Vous recevrez bientôt la présentation de ce webinaire, le lien vers le replay et aussi l'invitation pour notre prochain webinaire. Sybille, je te laisse. Eh bien, merci à tous. Et nous avons eu quelques perturbations de réseau. Mais vraiment, merci aux participants et aux intervenants qui n'ont pas lâché l'affaire. Donc, à notre prochaine rencontre et merci, Anne. Merci. Je déconnecte donc. Au revoir. Au revoir.